produit par Binge Audio. On l'aime, mais en gros, on aimait bien le voir souffrir. Mais c'était un grand délire, mais on l'aime. Mais par contre, il était quand même marrant quand il s'énervait, quand il avait mal, quand il criait, quand il souffrait. La mort en direct. Une autopsie a été réalisée. Aucun tiers ne serait impliqué dans sa mort. La mort effroyable du youtubeur Jean Portmanov. Insultes, claques, coups, crachats, strangulation, jet de peinture. JP, c'était notre ami, notre collègue de boulot et un frère. Le 18 août 2025 à Nice, un homme est mort dans son sommeil, en plein direct sur Kik, un site de live stream en ligne. Peut-être que comme moi, cette nouvelle vous a choqué l'été dernier. Cet homme, il s'appelait Raphaël Graven, il avait 46 ans, et sur internet, on le surnommait Jean Portmanov. Ce pseudo, c'est aussi le nom de la chaîne sur laquelle lui et un autre homme handicapé subissaient en live des humiliations et des sévices infligés par d'autres, le tout pour faire grimper les dons d'une communauté très masculine d'abonnés. Les deux autres principaux streamers de cette chaîne s'appellent Safin et Owen, alias Naruto. Ils seront jugés le 6 juillet prochain devant le tribunal correctionnel de Nice pour de nombreux chefs d'accusation, dont violence en réunion, abus de faiblesse, provocation à la haine en raison du handicap, enregistrement et diffusion d'images de violence, etc. Quelques mois avant que la mort de Raphaël Graven secoue tout le pays, le journal en ligne Mediapart donnait déjà l'alerte sur la chaîne Jean Portmanov. Leur enquête a révélé un véritable business de l'humiliation, basé sur une culture viriliste et violente, mais aussi validiste, c'est-à-dire une culture qui hiérarchise les personnes valides au-dessus des personnes handicapées et vulnérables. Dans l'entretien que vous allez écouter, on va retracer toute cette affaire depuis le début, pour en soulever les recoins les plus sombres. On va surtout essayer de comprendre qu'est-ce que l'affaire Jean Portmanov raconte des sociabilités masculines? Comment expliquer que la violence et l'humiliation, ça rapporte autant d'argent sur Internet? Quelle est notre responsabilité collective dans tout ça? Je m'appelle Naomi Titi, vous écoutez Les couilles sur la table, le podcast où on explore les masculinités créées par Victoire Tuaillon. Mon invitée du jour enquête sur cette affaire depuis 1 an et demi. Elle s'appelle Marie Turcan. Salut Marie. Hello. Alors toi, tu es journaliste à Mediapart au service société et c'est donc toi, avec quelques autres collègues chez Mediapart, qui avez révélé l'affaire Jean Portmanov à la mi-décembre 2024. Alors pour commencer, il y a sans doute beaucoup de gens qui nous écoutent qui n'ont jamais entendu parler de cette plateforme Kik. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et c'est quoi ses spécificités par rapport à une plateforme plus connue comme Twitch par exemple? Eh bien d'abord, la couleur, c'est bête à dire. En fait, Kik est très connu pour son logo vert fluo. En fait, tu demandes la différence avec Twitch, mais il n'y en a pas énormément sur la forme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur le web, il existe des dizaines et des dizaines de plateformes exactement comme Kik, comme Twitch, qui ressemblent peu ou prou à YouTube en fait. C'est la particularité de Kik et de Twitch, c'est de pouvoir streamer, comme on dit, en direct. Et dans ce cas-là, ça crée toute une nouvelle dynamique entre les spectateurs et spectatrices et les créateurs et créatrices de contenu, parce que les spectatrices ont vraiment l'impression de pouvoir faire partie de ce qu'ils sont en train de regarder, ce qu'ils et elles sont en train de regarder. Et du coup, ça crée des nouvelles dynamiques qui, pour là, diffèrent un petit peu entre Twitch et Kik de YouTube classiquement. Et ensuite, la particularité de Kik, c'est que c'est vraiment une plateforme qui s'est développée sans aucune règle ou presque. Leur principe, c'est de dire tout ce que vous pouvez pas faire sur Twitch, vous allez le pouvoir globalement le faire sur Kik. Alors c'est pas leur proverbe officiel, mais c'est comme ça qu'ils se démarquent en laissant notamment des règles de modération beaucoup plus lâches et aussi en rémunérant mieux les streamers et streameuses. Mais je dis streamers et je pense que souvent je vais utiliser le masculin quand on va parler. C'est pas par un manque d'inclusivité, mais c'est vraiment parce que majoritairement, très majoritairement, ce sont des hommes qui créent ces contenus et des hommes qui les consomment. Et là où Twitch va prendre 50% des revenus, c'est-à-dire à la fois les abonnements, donc les gens qui payent chaque mois pour soutenir les streamers, mais aussi les dons en ligne, c'est-à-dire là vraiment, on va y revenir, mais on peut payer 10, 15 euros comme ça, juste pour voir s'afficher des messages en ligne. Et ça, c'est aussi 50% là-dessus, sur Twitch. À l'inverse, Kik va prendre 5% et laisser 95% aux streamers. Et on va voir que c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'influenceurs un peu cancelled ou annulés sur d'autres plateformes qui se ruent sur Kik aujourd'hui parce que c'est une vraie poule aux œufs d'or.
Ouais, c'est quand même une grosse différence que ça fait. Faut savoir aussi que Kik s'est très installé surtout en dehors de l'Europe. C'est assez petit en France, mais déjà ça grossit de plus en plus. Mais par exemple, moi récemment, j'ai entendu de nouveau parler de Kik avec l'influenceur Claviculaire, qui est un influenceur qui nage dans les sphères masculinistes de la manosphère, dont on a beaucoup parlé dans un épisode précédent sur le looks maxing, toute une tendance mascu hyper spécifique sur la beauté. Donc lui, il a été repéré sur Kik récemment parce qu'il a fait une overdose en direct, en plein stream. Donc moi, je me suis dit, décidément, Kik, c'est pas n'importe quelle plateforme. Et donc, qu'est-ce qui vous pousse, toi et tes collègues à Mediapart, à enquêter sur cette plateforme et notamment sur cette chaîne Jean Portmanov ? Par quoi commence l'enquête ? Alors, il faut savoir que oui, à l'époque, Kik, c'était très peu connu et Jean Portmanov, c'était de loin, mais de très très loin, la première chaîne française sur Kik. C'est-à-dire que nous, quand on a commencé à écrire, c'était 160 000 abonnés. La deuxième, je pense qu'elle en avait à peine 10 000. Enfin, c'est dire un peu l'échelle que c'est. Et ça, c'est aussi un bon exemple pour comprendre pourquoi Kik France a vraiment encourager la chaîne Jean Portmanov à exister en partageant même des extraits de ce qu'il se passait sur X, sur d'autres réseaux. Donc c'est vraiment pour montrer qu'il y a vraiment un lien entre Kik France et Jean Portmanov. Pour la partie plus personnelle, moi du coup j'ai été embauchée il y a 2 ans à Mediapart pour parler des discriminations, ce qui veut dire que je parle aussi bien du racisme que de l'islamophobie, que des LGBT-phobies, que du validisme. Comme tu as dit, ça c'est les violences ou les discriminations que subissent les personnes handicapées. Et donc dans cette logique-là, il y a l'angle validiste qui nous saute aux yeux tout de suite dès que on nous envoie pour la première fois une vidéo du local. Donc le local, c'est le surnom qu'il donne au lieu où il tourne, mais c'est aussi le surnom de la petite bande. En fait, tout moi me vient d'une source, à qui je parle depuis quelques années, qui est streamer et qui aime bien regarder, dénicher des choses en ligne. Et il m'envoie ça en disant là, il faut vraiment que tu regardes. Il y a quelque chose qui est différent. Il y a quelque chose qui est plus. Je sais pas si c'est plus tout en fait. Tu parlais de maxing tout à l'heure, mais c'est vraiment la société du spectacle poussée à son paroxysme, la violence poussée à son paroxysme, les injures, tout. Et en plus, il y a cet homme, donc surnommé Koudou, qui s'appelle en fait Stéphane, qui est humilié en permanence, qui est frappé. Et donc il m'envoie ça, et il m'envoie pas un lien vers Kik, il m'envoie un lien vers TikTok, parce que ce qui se passe sur Kik n'est jamais resté que sur Kik. C'est-à-dire que on a pu croire que c'était les bas-fonds d'internet, que vraiment, mais qui peut regarder ça, c'est pas possible. En fait, chaque jour, ces personnes-là, elles streamaient pendant des heures, et ensuite il y avait des clips qui étaient ensuite extraits et qui passaient sur TikTok notamment. Et donc je regarde, et par acquis de conscience, moi ça me choque, mais je me dis peut-être que je suis devenue une vieille conne ou peut-être que ça fait 10-15 ans que je suis journaliste, mais ça fait aussi une dizaine d'années que j'écris sur les choses qui se passent sur le web. Je me suis dit, est-ce que c'est juste moi qui suis hyper dépassée ? Donc je l'ai envoyé au service société de Mediapart, qui ont regardé les vidéos. Il et elle ont été extrêmement choqués. Et ça m'a mis la puce à l'oreille, où on s'est dit, bon, là, il y a quelque chose qui rentre dans notre spectre. En fait, il fallait cocher quand même certaines cases. C'est accessible en 2 clics. C'est énormément de personnes. C'est-à-dire, c'est 160 000 personnes abonnées. Et pour le coup, je connaissais quand même un peu Twitch. Et même sur Twitch, 160 000 abonnés, c'est quand même pas mal. Franchement sympa, quoi. Donc là, on se dit, cette plateforme, elle s'est lancée il y a 1 an et demi en France. Et déjà là, il y a 160 000 abonnés. Ils streament 5 fois par semaine à hauteur de 3 à 5 heures. Ouais, et énorme. En plus, il y a en fait, en 1 mois à peu près, on a mis 1 mois à déclencher l'article, parce que pendant 1 mois, je les ai juste regardés un peu, et je voyais déjà cette escalade de la violence, qui en fait, selon notre source, avait commencé il y a 6 mois. Enfin, qu'en fait, lui-même, il constatait que dès le début, on pourra peut-être y revenir, mais en fait, le concept, il s'est assis avec le temps, parce que eux-mêmes sont devenus un peu piégés par leur propre concept, en se rendant compte que plus ils maltraitaient des gens en direct, plus ils pouvaient se moquer des personnes handicapées ou des personnes plus simples d'esprit ou des personnes qui n'arrivaient pas à faire 2+2, plus ça rendait les fans, ça les galvanisait, et plus ils gagnaient d'argent. Wow! Arrêtez, c'est bon, c'est bon. C'est la douche, tu pues. Allez, je déchaîne. Il veut pas prendre sa douche. Non, mais c'est dingue, mais essuie-toi un peu, tu pues. Arrête!
cette bande de streamers, cette bande du local, c'est une bande d'une dizaine de personnes environ. Ça change un peu et on peut dire que de façon plus régulière, à l'époque où vous commencez l'enquête, ils sont entre 4, 5, parfois 6 dans les lives. Donc j'aimerais qu'on revienne un peu sur leur profil. On a parlé de Raphaël Graven, alias Jean Portmanov, qui est celui qui est décédé en 2025. On a parlé de Koudou. Là, j'aimerais qu'on revienne sur Naruto et Safin, qui sont les deux autres grandes têtes de la bande de streamers. Qu'est-ce qu'on sait d'eux ? Alors, en fait, il faut les voir comme une bande de potes. Et c'est aussi une partie assez éclairante pour comprendre cette affaire, c'est qu'il n'y a pas des grands méchants et des grandes victimes, mais il y a des trajectoires différentes et des actions et des choix qui sont faits au fur et à mesure du temps dans leur vie. Donc, par exemple, Owen C, qu'on surnomme Naruto, il a un frère qui s'appelle Gwen. Et en fait, Owen et Gwen, ils font partie d'une famille qui est plutôt bien intégrée à Contes, dans un quartier dans les hauteurs de Nice. Et ils sont potes aussi avec Safin, avec d'autres personnes qui gravitent autour. Et donc, eux, leur truc, ils sont plutôt bien intégrés dans ce quartier, dans cet endroit. Mais ils ont envie de faire autre chose de leur vie que ce que font les autres, juste à traîner, à peut-être dealer de temps en temps. Du coup, ils se lancent sur les plateformes de streaming. Et donc, Owen et Gwen, c'est deux frères qui ont 2 ans d'écart. Ils ont tous moins de 30 ans. Safin, il est un peu plus jeune. Il a un début de la vingtaine. Safin est d'origine maghrébine. Owen et Gwen se sont convertis à l'islam. Et je le mentionne parce que quand Jean Portmanov meurt, 6 mois plus tard, l'extrême droite se rue sur cette information pour l'instrumentaliser, pour dire, voilà, encore des Arabes qui ont tué un Blanc. Alors qu'évidemment, ça n'a rien à voir. Évidemment que, du coup, eux-mêmes ont utilisé ensuite ça contre Mediapart en disant, mais vous vous rendez compte, vous aimez juste pas les petits jeunes qui réussissent. En plus, moi, l'extrême droite me harcèle. Maintenant, vous voulez aussi me harceler. Enfin, renverser un petit peu cette histoire. Et je le dis aussi quand même pour expliquer que tout le principe de nos enquêtes sur Mediapart, ça n'a pas été de pointer du doigt des jeunes de cité qui réussissent ou des jeunes de cité de quartiers défavorisés qui gagnent un peu d'argent. Enfin, ça n'a jamais été ça, comme eux, ils peuvent, et je pense sincèrement le ressentir aussi, de se dire, mais en fait, pourquoi tous les médias nous détestent, qu'est-ce qu'on a vraiment fait de mal? Nous, on est juste une bande de potes et on s'amuse entre nous. Ce qui est quand même à la fois vrai, mais je pense quand même un petit peu cynique, parce qu'au fond, ils savent très bien qu'ils sont devenus quelque chose d'autre. Ils savent très bien qu'ils voulaient devenir des influenceurs connus, qui avaient une influence énorme sur leur communauté. Et donc, derrière ce côté, on est juste des petits gamins qui savent pas trop gérer. En réalité, il y a quand même un sacré business qu'ils ont réussi à monter en 1 ou 2 ans, avec ces 2 frères un peu au cœur de cette mécanique. Et comme tu le disais, le local, c'est quand même une bonne dizaine de personnes, quoi. Et là où je dis une bande de potes, c'est que c'est quand même des gens qui gravitent. Quand on regardait leur live, ils peuvent venir se livrer des kebabs en direct, ils repartent, il y en a un qui vient, qui repart, qui dort, il y en a un autre qui va faire ses courses, il y en a un autre. Et je pense que ça a contribué quand même à leur célébrité, parce qu'il y a pas mal de spectateurs qui regardaient cette bande de potes en se disant moi j'aimerais bien en faire partie, quoi. Et on les voit pas que comme des influenceurs. Et c'est là où ça lie la magie de Kik, où on a l'impression de vraiment être côte-côte avec son influenceur préféré, et cette bande de potes très naturelle, très cash, qui en effet n'avait pas du tout l'air de mettre en scène ce qu'ils faisaient. Et tout ça, cette alliance-là, ça a fait que ça a complètement explosé, parce que ils étaient très... j'ai un mot anglais qui me vient, le relatable, tu sais. Ouais, on pouvait s'identifier à eux, en fait. Oui, c'est ça. Et du coup, dans cette bande où c'est à interroger, est-ce qu'ils font partie de la bande ou est-ce que c'est un peu des outsiders, mais il y a donc Jean Portmanov et Koudou qui sont un peu leurs 2 souffres-douleurs. Est-ce que eux, on sait des choses sur eux? Alors, Raphaël Graven, donc, lui, il avait un business, il s'était lancé en youtubeur tout seul, quelques années avant. Il avait compris, il aimait bien streamer diffuser en direct des parties de jeux vidéo. Il streamait sur Fortnite, qui est un des jeux les plus populaires depuis plusieurs années. Il commençait à faire des associations qu'on appelle des featuring. Il commençait à faire des associations avec d'autres streamers qui
eux aussi, tout de suite, je pense à un qui se surnomme TK, Zekari, qui voit tout de suite qu'il y a un potentiel d'énervement et de spectacle dans les réactions de Raphaël Graven. Il a le début de la quarantaine, il a des très mauvaises dents, il a un visage très émacié, on voit qu'il a des problèmes de santé, qu'il prend pas forcément très bien soin de lui. Quand il parle, il mange certains mots, parfois il s'énerve, et voilà. Et en fait, il a des coups de sang, et ces coups de sang-là, tout de suite, on remarque, et je pense que même Raphaël Graven le remarque, ça fait rire. C'est intéressant. Pourquoi est-ce que l'agacement d'un homme ou les coups de sang et les coups de colère font rire? Pourquoi on s'en délecte? Et donc, il commence à streamer de plus en plus régulièrement avec d'autres streamers qui essayent aussi de le pousser un peu à bout. Mais rien à voir avec ce qui va se passer après dans le local. Et donc ça, c'est pour Raphaël Graven qui ensuite, dans les années, je crois, 2022-2023, rencontre Owen et en fait, il décide de faire un partenariat. Raphaël Graven va déménager dans le sud, alors qu'il vient de Metz à la base. Il va déménager dans le sud. C'est là où Owen, donc Naruto, va mettre en scène un petit peu sa gentillesse et sa générosité. En live, il arrête pas de dire « mais tu sais, moi, je fournis un appartement à Raphaël Graven ». En fait, c'est en effet l'appartement de son oncle qui sous-loue à Jean Portmanov. Donc en fait, leur vie de streamer, leur vie hors ligne, elle commence à se fusionner avec leur vie en ligne aussi. Et sur la chaîne, ouais. Il habite dans cet appartement soi-disant salubre, mais de temps en temps insalubre, parce que le grand truc, c'est de dire que Jean Portmanov sait pas prendre soin de lui, donc le reste du local va aller faire des descentes chez lui pour laver son appartement. Mais on sait en réalité ce que ça veut dire derrière. C'est une manière de montrer, voilà, nous, on n'est pas aussi crade que lui, c'est lui qui est sale, regardez, on lui vient en aide, et donc à débouler à n'importe quelle heure. C'est aussi ce qui montre que finalement, son chez lui ne lui appartenait pas vraiment. Naruto, il avait les clés de chez Raphaël Graven. En tout cas, par moment, il avait les clés. Je sais pas si c'était courant, mais j'ai vu certains lives où voilà, il débarque sans prévenir. Il débarque sans prévenir et il s'occupe entre guillemets. Et pour Koudou, c'est une toute autre trajectoire. Donc je le surnomme Koudou parce que lui-même s'appelle Koudou, mais faut même déjà penser que ce surnom en lui-même, il est quand même déjà un petit peu rabaissant. Je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire, mais le mec il s'appelle Stéphane à la base. Et en fait, il était fan. Il était fan de Raphaël Graven et de Owen et du local. Et un jour, comme beaucoup d'autres fans, il a pris un train et puis il est venu, il s'est présenté au local et là, banco, un peu les yeux qui pétillent de Naruto et ses potes, qui remarquent tout de suite que avec sa tête particulière, avec sa manière de parler également, il arrive pas très bien à s'exprimer, avec son handicap du coup, qui est un handicap physique qui fait que ça se voit. Il commence à le faire passer à l'écran et là, pareil, ça explose. Les fans en redemandent. Alors je sais pas si on peut parler de fans quand il y a un degré d'humiliation comme ça, mais ça se questionne. Et donc, au lieu de repartir comme d'autres fans qui ont pu passer par le local, là, ils lui disent qu'il peut rester. J'avais discuté avec sa sœur, a posteriori, et en fait, elle est elle-même un peu désemparée. Elle dit, ça fait des années que je lui ai pas parlé, je le vois arriver là, je le vois se faire humilier, se faire taper, ça m'énerve, mais en même temps, c'est aussi son libre arbitre. Elle me dit, mais mon frère, voilà, il trouve des amis, et en plus, on lui donne un peu d'argent. Ça se discute, ouais. Pour le coup, en fait, on découvrira très rapidement qu'il ne touchait rien du tout, ce qui est encore pire. Mais et parce donc, que lui était sous curatelle financière. Cette curatelle financière, elle l'empêche pas de faire grand chose à part signer des contrats de travail. Et c'est d'ailleurs ça que Owen lui-même m'apprend pendant le premier coup de fil que j'ai avec lui. On appelle ça la phase de contradictoire. Ça veut dire on va aller chercher les personnes qu'on met en cause, leur donner la parole, parce que si ça se trouve, il y a un monde où on n'a rien compris, en fait c'était une grosse blague, enfin, c'était un peu d'ailleurs sa défense, mais pour le coup, ça n'a pas d'importance en soi. Ouais. En tout cas, légalement, on peut y revenir, mais sur la manière dont les faits sont caractérisés par la justice, qu'une violence soit mise en scène ou pas, la diffusion d'une violence peut être punie par la loi. Et la provocation à la haine sur les personnes handicapées, c'est son impact, en fait, qui joue aussi. Donc, que ce soit une blague ou que ce soit pas une blague, au final,
la justice ne fait pas la différence. Donc ça, c'était pour la phase de contradictoire. Je lui dis combien vous êtes rémunéré. Donc évidemment, il me le dit pas trop, mais il l'avait déjà dit en vrai. Et je lui dis et Stéphane. Et là, il fait ah non bon vous savez, c'est un peu compliqué. En fait, il est handicapé sous curatelle. Et là, vraiment tout explose dans ma tête, parce que je me dis le régime de la curatelle, ça démontre quand même une incapacité à prendre certaines décisions, ou en tout cas un besoin d'aide. Mais en plus, il enchaîne. En plus, il n'est pas payé, on lui donne quelques billets de ci, de là, alors que moi je sais qu'il habite avec eux depuis des mois. Ça veut dire qu'il fait du travail illégal en fait. Rien qu'à... Alors en plus, on découvrira après que finalement personne n'avait de contrat de travail dans cette histoire. Justement, on va voir comment ça fonctionnait, ces échanges d'argent, en fait, à quoi ça correspond vraiment par mois comme revenu. Mais avant ça, on va plonger un peu plus dans le cœur de ces lives. Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ressemble une session de stream classique sur la chaîne du local ? Alors, on en parle au passé, parce que la justice a fait fermer toutes les chaînes de Jean Portmanoff et leurs chaînes miroirs, donc ça veut dire les chaînes qui reproduisaient exactement le même contenu. Paradoxalement, ça n'a pas été fermé sur X, ni sur YouTube, ni sur TikTok. Sur Kik, un live pouvait varier en fonction de si on regarde les lives des débuts du local à la fin, au moment où nous, on avait écrit sur le local. Au début, les lives, c'était surtout 4 mecs dans une pièce qui jouent aux jeux vidéo. Franchement, ça n'allait pas vraiment plus loin. Mais on sentait que plus Raphaël Gravani s'énervait, plus ça faisait rire le public, plus il gagnait des dons, plus un engouement de plus en plus fort. Et au fur et à mesure, le live, le direct, il a muté avec moins de jeux vidéo et plus de raconter sa vie. On appelle ça sur Kik just chatting. C'est ça que le local a commencé à faire, à streamer de plus en plus régulièrement, environ 5 heures par jour, 5 jours par semaine minimum. C'est énorme. Et en fait, c'est énorme, mais c'est aussi une mécanique qui est demandée par Kik pour devenir partenaire de Kik. Et devenir partenaire de Kik, ça donne des avantages, ça donne des meilleurs revenus, et ça donne aussi même des dons de matériel, quoi. Enfin, en fait, Kik France était vraiment bien impliqué dans la manière dont la chaîne fonctionnait. Ce dont ils se rendent compte, ça commence toujours pareil, un live du local, c'est 4 cums face caméra qui font rien. Il y a JP qui est un peu avachi, souvent il fait la gueule. Il y a Naruto qui commence à parler un petit peu aux internautes. Il y a Safin qui est pas là, parce qu'en fait c'est globalement quelqu'un qui a un poil dans la main, et du coup il vient quand il veut, et tout le reste du local lui reproche d'ailleurs son flegme. Mais les spectateurs l'adorent parce que il est justement flegmatique, il est un peu moqueur, et c'est lui qui tape le plus fort. Et du coup, c'est ça qui fait que Safin a une grande crédibilité et les internautes lui portent une sacrée affection. Et parfois, il y a soit Gwen, le frère de Owen, soit il y a Koudou. Ce petit beau monde commence à discuter. Et donc, ce qu'ils ont remarqué, c'est qu'au bout d'une heure, ils font monter un peu la sauce, ils attendent, on regarde les lives de la veille, on essaye de faire des blagues de ci, de là, d'appeler parfois la mère de Raphaël Graven pour la faire bondir de sa chaise et pour qu'elle s'énerve aussi. Et puis, on commence à préparer la surprise ou l'agression, qui est que Safin va peut-être se lever de 2 minutes de sa chaise ou revenir avec quelque chose caché dans son dos. Et puis là, le jeu, c'est d'essayer de le mettre dans la tête de JP le plus rapidement possible pour lui créer un énervement vif et que là, il bondisse de sa chaise, quoi. Aujourd'hui, ces streamers-là, ils disent que tout ça, c'était calculé et que c'était mis en scène. Moi, je pense qu'il y a une part de vrai, c'est-à-dire que Raphaël Graven, il est pas non plus idiot. Il savait que quand ses potes sortaient du local et s'approchaient de lui avec les mains derrière le dos, qu'il allait se passer quelque chose. Par contre, la récurrence de cette violence et le fait qu'elle était de plus en plus agressive et visible, c'est-à-dire qu'on parle de jet de peinture, on parle de seau d'eau sur la tête, mais on parle aussi de claque. Le jeu de la claque. C'est ça. Et là, c'est le deuxième, ça fait partie de leur concept. C'est quelques concepts qu'ils ont développés. Il y en a 2 particulièrement qui marquent les esprits parce qu'ils posent de nombreux problèmes. Le premier, c'est en effet le jeu de la claque, où en fait, vous voyez quand même dans toutes les cours de récré globalement. Enfin, c'est quand même un truc. Mais il y a une mécanique hyper insidieuse dans ce jeu de la claque. Donc le principe, pour nos auditeuristes malheureux ou bien heureux qui n'ont pas vu ça, c'est quelqu'un qui est assis sur une chaise. Derrière lui ou elle, surtout il, y a 4 ou 5 personnes et quelqu'un lui met une claque et il faut qu'il devine qui c'est. Et s'il devine, il peut se lever de la chaise. S'il devine pas, il est obligé de rester et de prendre une autre claque.
ça a l'air un peu équitable, maintenant, comme je le raconte. On dirait que potentiellement, n'importe qui peut se retrouver sur cette chaise. Mais il se trouve, et c'est par le Saint-Esprit, bien sûr, que c'était toujours Koudou ou JP sur cette chaise qui restait le plus longtemps. Ça a été pour moi un élément crucial de cette enquête dès le début. C'était de montrer que c'est pas des jackasses. Et je le dis maintenant parce que c'est un terme qui va beaucoup revenir dans le débat public dans les prochains mois à l'approche du procès, parce que c'est leur manière de se défendre. Naruto et Safin, surtout Naruto, dit, vous connaissez cette émission de Jackass, donc dans les années, il y a une vingtaine d'années, c'était des mecs d'une vingtaine d'années aussi qui s'amusaient à se faire subir des sévices de plus en plus trash pour divertir leur communauté. The last man on the teeter-totter is the winner. It's gonna be a bloodbath. Oh no. Je sais pas, ils allaient se faire piquer par des abeilles, ils allaient sauter à plat ventre sur le gravier, se faire rouler dessus par un camion, j'en sais rien. Enfin, mais ils étaient tous consentants. Il y avait pas de dominant et de dominé dans cette relation. Il y avait clairement quelque chose à déconstruire sur qu'est-ce que c'est que cette société de spectacle qui prend du plaisir à voir les autres se faire mal. Mais dans le local, il y a pas du tout ça. Il y a une différence entre ceux qui souffrent et ceux qui font subir les sévices. Et donc ceux qui souffrent, c'est forcément Raphaël Graven ou Koudou. Et ceux qui font subir les sévices, c'est surtout Safin, mais c'est aussi parfois Koudou. Parce que l'homme handicapé, il est vu comme quelqu'un qui contrôle pas sa force. Et il y a cette mécanique qui est aussi, qu'on applique aussi dans les stéréotypes discriminatoires sur les personnes racisées, de dire que ils contrôlent pas leur force, sont plus forts, il y a quelque chose de bestial qu'on va mettre aussi là sur Stéphane, donc, parce qu'il est handicapé, parce qu'il a l'air, il a son visage qui a l'air un peu déformé par une forme qu'on pourrait penser être de l'énervement ou de la haine, ce qui n'est pas du tout le cas, c'est juste son visage. Et donc, c'est regarder comme il a mis des gros coups dans la tête. Et donc cette mise en scène de la violence là, elle est vraiment faite pour à la fois humilier, mais aussi pour renforcer un espèce de dégoût et de déshumanisation de ce corps handicapé qui est là et qui en plus du coup se sent valorisé parce que tout le monde le félicite. Bravo Koudou, t'as mis le coup le plus fort, t'es un peu dangereux, on te laisse tranquille. Et il y a le deuxième jeu dont on peut parler qui est question pour un Golemont. On est passé de CPCE1 à maintenant il y a quelques questions de niveau CM1, CM2. Combien font 3650 divisé par 10? Divisé, ça veut dire moins 3000. J'ai pas compris. Si c'est une division. Ouais. Ne lui explique pas les divisions. C'est moins que 3000. Ça peut pas être plus que ce que tu m'as demandé, que t'as demandé 3650. Un Golemont, c'est moi que t'as Golemont. Sûrement donc 3650 divisé par 10. Allez. Je sais pas. T'as mis un trop gros chiffre. Allez. Ouais, t'as abusé. Ouais, oui, là, il a abusé. Franchement. T'as abusé. Ça, c'est niveau CM1 C'est rien que le nom est assez évocateur. Est-ce que tu peux nous raconter en quoi ça consiste? Ouais, du coup, c'est un jeu de mots sur question pour un champion. Moi, je vous avoue que depuis que j'ai quitté la cour de récré, j'avais pas entendu des injures validistes, donc handiphobes comme ça. Et en fait, j'ai plongé dans un monde où ils n'ont que ça à la bouche. Le mot Golemont, le mot Kotorep, le mot, alors Koudou c'était beluga parce que sa tête ressemblerait à une baleine, donc c'est leur grand truc. Tous ces mots-là qui relèvent d'une injure liée au handicap, c'est des ponctuations dans leur langage. Donc c'est vraiment t'es différent, c'est toi le koto, c'est toi le Golemont, tout ça. Mais pour aller plus loin, ils ont décidé du coup de faire un concept de pseudo-question pour un champion, où là, c'est encore une fois les personnes valides, donc qui ne sont pas porteurs de handicap, qui vont interroger les autres. Et donc là, on a Stéphane, mais on a aussi Raphaël Graven, parce que même s'il n'est pas handicapé, ce que nous, on ne savait pas à Mediapart quand on a écrit le premier article, on savait qu'il y avait des personnes vulnérables, mais on ne savait pas si Raphaël Graven l'était ou pas, donc on ne l'a pas noté. Mais il a des déficiences de culture et de connaissances qui font que il n'est pas très bon en maths, il n'est pas très bon en culture, il sait pas bien épeler les mots. Et donc l'objectif, c'est de se moquer de lui, de Stéphane, et même
de guest stars qu'on invite, d'autres mecs handicapés qui passaient par là, ou bien qu'on invite à faire ce genre de concours aussi. Et donc, là, la mécanique s'enclenche un peu toute seule, quoi. La personne valide pose une question, peux-tu épeler vendredi? Là, il y en a 2 qui essayent, ils se trompent, on rigole, c'est très drôle. Et en fait, ça continue. Je me suis fait la réflexion en préparant cette émission que c'est quand même paradoxal parce qu'une fois, il y a Safine qui a été exposée on lui a posé une question à laquelle il n'a pas su répondre. Alors, c'était une question simple. Et je me suis dit, c'est curieux quand même parce que lui, on l'a jamais mis dans cette position, alors que je suis pas persuadée qu'il ait une beaucoup plus grande culture que Raphaël Graven. Alors, s'il m'entend, peut-être qu'il sera très vexé que je dise ça de lui, mais il a jamais été mis dans cette position. Et ça montre bien la manière dont ce local était quand même scénarisé et voulait produire des dominants et des dominés et voulait produire des victimes et des agresseurs, même si eux se disent fervents amis de leurs victimes, et c'est une énorme partie du sujet aussi. Et c'était quoi le rôle des spectateuristes, des viewers face à ces lives, justement, à ces streams? Comment est-ce qu'ils prenaient part à tout ça? Comme sur YouTube, comme sur Twitch, sur Kik, il y avait un chat. Le chat, ça sert à tout le monde qui passe par là et qui est abonné à la chaîne. Donc ça veut dire 160 000 personnes globalement, peut venir participer et mettre des commentaires. Et ensuite, il y a un deuxième niveau à ce chat qui est public, c'est les dons financiers pour pouvoir faire afficher un message pendant la diffusion en direct de ce qui se passe. Et c'est là où, avec Bérénice Gabriel, ma collègue de la vidéo, pour le coup c'est vraiment Bérénice qui s'est tapé 3 directs de 5 heures à chaque fois, et elle a compté le montant des dons qui s'affichaient donc en direct, et à partir de là, en extrapolant, on en a déduit qu'il y avait environ 13 500 € de dons par ces mécanismes-là. Donc juste des mecs qui vont donner 4 €, 10 €, 4 €. C'est toujours des 4 €, 10 €, rarement à 50, mais ça arrive, pour faire s'afficher donc leur pseudo aux spectateurs, donc être valorisés et que leur influenceur préféré dise leur nom. Ça n'a rien de vraiment différent d'autres influenceurs, en fait. Je pense ou même d'émissions à la télé, je sais pas, des télécrochets où tu peux, si tu t'écris un texto ou je sais pas quoi, tu peux avoir ton message affiché. Enfin, c'est un peu cette dynamique. Exactement. Sauf que quand c'est Nagui sur France 2 qui lit le message, il n'y a pas marqué va niquer ta mère JP et tous ces genres d'insultes. Et il n'y a pas marqué non plus on s'ennuie, allez taper maintenant, commencez à vous mettre dessus, quoi. Parce que ce qu'on a remarqué, c'est que ce chat, il sert un peu de thermomètre aux influenceurs. C'est évident que les influenceurs se calquent sur ça pour gérer un peu leur live. Mais là, ce qu'on voyait, et on a vu plusieurs moments où c'était dans le live, dans le chat, les internautes qui disaient on se fait chier, maintenant tapez JP pour qu'on ait un peu de divertissement, quoi. Des injures, mais que je pourrais même pas redire ici, tellement sont d'une violence à la fois sexiste et à la fois validiste, tout ce qu'on veut, homophobe aussi. Ils ont le PD très facile, ces personnes-là, sachant que au téléphone, il m'a quand même dit ah bon, on n'a pas le droit de dire PD, c'est illégal. Tellement c'est normalisé. Il n'en avait aucune conscience. Il a refait un live derrière Naruto où il dit apparemment, dire Golemon ou PD, c'est illégal. Et il dit ça avec une espèce de naturel et de... Vraiment, c'est pas que ça lui passe au-dessus, c'est qu'il a sincèrement pas du tout conscience. Parce que je pense qu'il y a quand même une certaine sociabilité masculine aujourd'hui qui se construit encore autour de ce vocabulaire homophobe. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Et donc, ce chat, il est assez précieux parce que, pour eux, en tout cas, pour pouvoir prendre le pouls, pour pouvoir gagner beaucoup d'argent, donc 13 000 € juste avec les dons. Mais par mois, du coup. Par mois, et en fait c'était beaucoup plus que ça en réalité, parce que on peut s'abonner à 5 € par mois à la chaîne, mais juste pour la soutenir, en fait, ça offre rien de plus. Parfois ça offre des stickers en plus, et ça ils ont jamais voulu nous dire évidemment combien ils avaient. Ce que j'ai remarqué, j'ai repris les chiffres, mais le procureur de la République de Nice, il a relevé que Owen avait perçu 460 000 € entre 2022 et 2025, donc en 3 ans. Raphaël Graven a perçu 140 000 €. Rien que comme ça, de 2021 à 2025, plus 125 000 € d'autres plateformes, d'une autre activité streaming. Et Safine, il avait aussi perçu plus de 200 000 € entre 2021 et 2025. Donc c'est pas des petits chiffres, en fait. Cette activité-là, elle est
hyper lucrative et c'est un élément crucial pour comprendre comment est-ce qu'ils ont sombré là-dedans et comment aujourd'hui encore, il va y avoir le procès là le 6 juillet, une fois qu'ils seront jugés, je mets ma main à couper, qu'ils seront de nouveau en live dans 6 mois. Parce que imagine avoir découvert une activité où t'es avec tes potes, tu te fais plaisir et t'es chez toi et tu gagnes tellement d'argent. En fait, il n'y a aucune autre activité au monde qui va leur permettre de gagner aussi bien leur vie aussi rapidement. Donc vous voyez toute cette chaîne-là, toutes ces vidéos, tous ces streams, vous les analysez à Mediapart. À la mi-décembre, vous sortez votre première enquête. Bon, les premières réactions du local, elles sont assez vives. C'est dire. Ils sont pas très contents, on va dire ça comme ça. Bon, à part ça, à ce moment-là, il se passe pas grand-chose. C'est pas très relayé non plus par les médias, ça continue. Leur chaîne est coupée quelques fois par Kik, mais ça reprend assez vite. Pour préciser, en réalité, on a sorti l'enquête du coup mi-décembre. Le procureur de la République de Nice, il a été assez impeccable sur sa réactivité parce que 2 jours plus tard, il a ouvert une enquête. Il a ouvert une enquête sur donc diffusion de violence, potentiellement provocation à la haine sur personnes handicapées. Il y a quand même une garde à vue et une saisine de tout leur matériel 2 semaines plus tard. Donc pour le coup, en vrai... Autant t'as raison, il se passe rien médiatiquement. Franchement, on est genre le 18 décembre, tout le monde est là en train de fêter Noël dans sa famille, ça passe complètement en dessous des radars. Et là se passe 8 mois. 8 mois où je pense qu'au niveau du parquet de la justice, Yael s'attendait pas à ce que ces streamers soient si engagés et décidés à pas laisser tomber leur métier. Et donc vraiment, je crois 3 semaines plus tard, ils réapparaissent. D'abord à Malte où ils rejoignent un autre streamer qui s'est exilé là-bas. Et puis après ils reviennent dans le local et ils reprennent. Et là, moi, je t'avoue, comme tu l'as dit vite fait, on avait quand même été beaucoup cyberharcelés, surtout moi, parce que c'est ma tête sur la vidéo, parce que j'ai une tête de lesbienne, parce que y a quelque chose qui leur plaît pas dans la manière dont je me présente ma féminité ou ma non-féminité. Et donc j'ai reçu beaucoup de messages, beaucoup d'injures, de menaces de mort sur mon Instagram public. Alors c'était pas mon privé, mais quand même. Et donc là, ça m'a secouée. Ça fait quand même, je sais pas, des années que je passe dans les plateaux de télé pour parler du numérique. Quand j'étais à Numérama, j'écrivais beaucoup sur ça, mais j'avais des cheveux longs et je pense que il y avait une manière de me présenter au monde qui ne déclenchait pas autant de critiques lesbophobes et là ça a vraiment redéclenché quelque chose auquel je m'attendais pas. Tout ça pour dire que, et c'est pour expliquer pourquoi est-ce qu'on a plus fait grand chose nous pendant quelques mois avant la mort de Raphaël Graven, c'est aussi qu'il y a un certain degré de protection et de fatigue à pas vouloir tout de suite remettre une pièce dans la machine. Et par contre tout s'accélère 6 mois plus tard à l'été 2025. Qu'est-ce qui se passe sur cette chaîne au début de cet été-là jusqu'à ce qu'on arrive à la mort de Raphaël Graven? Ils relancent un concept, comme ils en avaient déjà fait de temps en temps, c'est-à-dire on va streamer, mais cette fois on s'arrêtera pas de streamer, on va faire un live de 12 jours. Et ils l'avaient déjà fait plusieurs fois auparavant. Pourquoi ils le font ? C'est pas parce qu'ils aiment bien dormir devant tout le monde, c'est que ça leur rapporte des dizaines de milliers d'euros. Donc là, l'objectif, c'était de recevoir 36 000 euros ou 50 000 euros en 10 jours à peu près. Ils commencent ce live. Le but, c'est d'être enchaînés ensemble et de jouer aux jeux vidéo. À ce moment-là, Mediapart est déjà devenu un personnage à part entière de leur stream. Donc, par exemple, il y a un palier de dons qui s'appelle à 30 000 euros, le local fait ses excuses à Mediapart en direct ou un truc comme ça. Mais il y a aussi des dons à 10 000 euros, on met sa tête dans les toilettes, à 15 000 euros, on épile les poils de machin. Enfin, on en revient à cette mécanique d'humiliation, quoi. Ouais, c'est vraiment le bullying du collège ou du lycée, mais organisé et mis en scène. Et lucratif. Ouais, et lucratif surtout. Ouais. Et du coup, ils commencent à streamer, mais ça fait quand même 2 ans maintenant qu'ils ont développé ce concept, donc ils commencent à s'épuiser un peu quand même. Et ça se sent dans le fait que les internautes, et là pour le coup on les voit, mais enfin moi je les imagine, mais enfin assoiffés de sang en fait. Enfin, il y a des gens qui se galvanisent entre eux dans le chat, qui écrivent là celui-là il fait rien, tapez-le, le beluga, regardez sa tête, vraiment tout sur la tête, le visage de Koudou, de Stéphane. D'ailleurs avant de venir j'ai regardé parce qu'ils ont encore un Telegram actif aujourd'hui, donc là on est à l'été 2026 et ils passent leur temps à s'envoyer des photos de la tête de Koudou et en s'en moquant, en disant vraiment c'est dégueulasse machin, en alignant les
les injures validistes, et en même temps en étant là, en train de dire que c'est leur mascotte absolue et qu'ils l'adorent, quoi. Et donc, au bout de quelques jours de direct, la police passe quand même 3 fois. La gendarmerie, ou les forces de l'ordre en tout cas, vont passer 3 fois parce qu'ils sont appelés par des internautes qui sont quand même des dizaines de milliers à regarder ça en direct. À chaque fois, la police passe, voit ce qui se passe, voit JP en barésie. Une fois, ils arrivent en disant « On nous a dit que l'un d'entre vous était enfermé dans un coffre de voiture. Est-ce que c'est vrai ?» Alors ils disent « Non, non, non ». Et du coup, la police repart. Alors c'était vrai, que c'est visible sur les streams. Ouais, et qui repartent. Oui, et à ce moment-là, il y a une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Nice depuis 8 mois. Pour des violences. Donc il y a quand même un petit questionnement, un petit loupé sur la manière dont les forces de l'ordre communiquent entre elles, parce que c'est jamais les mêmes gendarmes ni les mêmes officiers de police. Il y a pas quelqu'un qui a vu le dossier sur la pile et qui a dit en fait attention, ceux-là, il y a quand même quelque chose à bien faire attention, quoi. Au bout d'un moment, pendant un live où ils étaient amenés à dormir ensemble tous les soirs, encore une fois, dans des conditions médiocres. Enfin, moi, il y avait une streameuse qui me disait qu'elle était passée, qu'en fait, ça sent la pisse, que c'est hyper crade, que personne ne prend soin de ce local. Et donc, ils vont se coucher. Et ce soir-là, dans la nuit, Raphaël Graven meurt en direct. Et donc, quand je le dis comme ça, c'est vrai que ça paraît fou. Enfin, c'est la première fois qu'un influenceur français meurt en direct. Et donc, forcément, ça fait tout de suite penser à des dystopies, à des genre, ça y est, on est allé trop loin. Mi-août, on est en creux d'actualité. Et c'est incroyable de se dire qu'un streamer est mort en direct. Et en plus, tout le monde croit qu'il a été globalement tué. Tout de suite, tiré au clair. Il y a une enquête qui a été ouverte il y a 1 an pour des violences. Il y a une autre enquête qui est ouverte pour déterminer les causes de la mort de Raphaël Graven. Ces 2-là ne sont pas liés. Mais forcément, dans la tête des gens, il y a un amalgame qui se fait, d'autant plus qu'il y a quand même des fils à tirer sur l'état de santé de Raphaël Graven, qui était fragile, qui était cardiaque, qui avait aussi des problèmes de thyroïde. Et du coup, on revoit les vidéos, les 12 jours qui ont précédé, et là, on voit qu'en fait, c'était le souffre-douleur, qu'il le faisait se balader dans la rue avec des pancartes à moitié à poil, avec marqué « Je suis une pute » ou « Je suis un PD », qu'il l'avait mis dans une voiture, dans un coffre, qu'il le forçait à dormir comme ça devant tout le monde, tous ensemble mélangés. Sauf que lui, il a 45 ans, il a une santé moins bonne, il boit beaucoup de café, il fume beaucoup de clopes, ça a toujours été un truc chez eux, à la fois un truc pour l'humilier en plus, alors que c'est quand même leur pote, enfin, c'est censé être leur pote. Donc tout se mélange. À ce moment-là, c'est le ramdam médiatique total. Et donc, ça a vraiment eu un écho incroyable en travaillant sur l'émission. J'avais oublié à quel point, en fait, c'était vraiment le sujet sur plein de plateaux, télé, radio. Tout le monde s'en est emparé. Bon, aussi parce que, comme tu disais, souvent fin août, il n'y a pas grand-chose à raconter en termes d'actualité. Donc, c'est aussi pour ça, c'était un peu le gros truc à raconter. Donc, tout le monde s'en est emparé. Mais aussi, moi, je me rappelle quand j'ai vu j'avais vu passer l'enquête de Mediapart en décembre 2024, mais là, ça m'avait encore plus frappé la violence du truc parce que je savais pas que c'était possible en fait. En cherchant un peu, j'ai vu que on peut le rapprocher d'une certaine frange d'internet, par exemple les trash streams qu'on voit plutôt en Russie par exemple, où l'idée c'est en effet d'avoir des actes de violence en direct, en live. Il y a aussi la tradition des snuff movies qui est pareil, la mise en scène d'une mort, d'un meurtre ou d'un suicide ou de choses hyper violentes non simulées dans un film, enfin voilà, filmé en direct. Donc ça existe, mais c'est plutôt à la marge d'internet d'habitude. Là il y a quand même toute cette dynamique autour de l'argent que ça a produit et la communauté autour. Moi, c'est vraiment ça qui me fascine, on y reviendra. Donc, on ne sait pas tout de suite qu'il n'y a pas de lien direct entre la mort de Raphaël Graven et les violences qu'il a reçues, peut-être les heures avant, les quelques jours avant. Après, on peut quand même se poser la question de qu'est-ce que fait cet environnement de vie à quelqu'un avec un état de santé qui n'est pas au maximum de sa forme, quoi. En tout cas, juridiquement, ça a été tranché pour le coup. Ouais. Du coup, le parquet a estimé que la mort était liée à une cause naturelle, quoi. Vraiment. En effet, sûrement un mode de vie pas très clean, mais globalement, en tout cas, l'autopsie a montré que les coups portés n'avaient pas entraîné la mort, et même qu'il n'y avait pas de traces de traumatisme sur le corps. Il y avait des ecchymoses, il y avait des bleus, qui sont quand même concordants avec ce qu'on voit à la télé, quoi. Mais pas, ils ne seront pas jugés pour ça le 6 juillet, quoi.
Ouais. C'est important de le marquer. Bon, c'est d'ailleurs leur défense, en fait. Dès que Raphaël Graven meurt, les membres du groupe disent ça, en fait, que c'est pas de leur faute. Enfin, tout de suite, ils s'enlèvent toute responsabilité. Ouais. Quel écho ça a, quand même, au milieu des abonnés, des fans? Ça doit quand même susciter un certain choc. Ouais. Immédiatement, donc les fans épousent exactement le même discours que leurs influenceurs préférés, en fait. C'est de dire, alors c'est pas eux, c'est pas de leur faute. Raphaël Graven avait une piètre hygiène de vie. De toute manière, ils sont conditionnés, les fans, depuis des années, à se moquer de lui parce qu'il fume et il boit du café, globalement. Ils sont même conditionnés à l'humilier, à prendre du plaisir à le voir être privé de clope pendant quelques jours. Donc pour eux, ils épousent tout de suite ce discours. Et puis tout de suite s'enclenche la mécanique de les médias n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris à notre délire. Et en fait, ce truc-là, il est prégnant depuis que nous, on a sorti la première enquête en décembre 2024. C'est de dire, on a un délire, les médias nous comprennent pas. D'ailleurs, moi, j'ai parlé à des fans qui m'avaient même appelé pour dire, moi, je veux dire la vérité. Vous n'avez pas compris qui ce sont ces super influenceurs. C'est notre délire. Ils sont adorables. Regardez, ils parlent toujours d'un petit enfant qui était malade d'un cancer, que le local est allé voir à l'hôpital, elle lui a offert des choses et qui est décédé. Et du coup, ils brandissent tout le temps ça. Voilà, et vous, c'est des petits enfants. Mais c'est la bonne action, quoi. Pour montrer qu'évidemment, ils ont le cœur sur la main. Ce qui, en fait, comme si une bonne action pouvait contrebalancer une main n'empêche pas l'autre. Une mauvaise, voilà, ils pouvaient être. Et je pense qu'ils ont énormément de qualité. C'est pas la question, en fait. Et donc là, à ce moment-là, les fans sont complètement dépassés. Et donc là, ils se disent. C'est la faute de Mediapart, en partie. Ce serait la faute de Mediapart d'avoir publié cette enquête il y a 1 an et du coup de nourrir une certaine stigmatisation du local, quoi. Et puis au global, ils sont tous un peu tristes, en vrai. Ils sont tristes de perdre un de leurs influenceurs préférés parce que, et c'est là où ça touche quand même à une dichotomie dans la manière dont ils parlent du local et de JP, c'est qu'ils disent toujours, les fans comme Naruto et Safin, c'est on l'aime, mais en gros on aimait bien le voir souffrir. Mais c'était un grand délire, mais on l'aime, mais par contre il était quand même marrant quand il s'énervait, quand il avait mal, quand il criait, quand il souffrait. Et là, on touche à un truc qui est irrésolvable. On avait interrogé des sociologues par la suite pour essayer de comprendre un peu la mécanique de cette sociabilisation, mais elle est, je sais pas, elle pose des questions sur comment se forge cette communauté où en fait on renforce les liens ensemble en humiliant une autre personne et en disant que malgré tout on l'aime. Sauf que, comme le disait une des spécialistes que j'avais interrogée, Johanna Soraya Bedamrouche, qui a fondé le collectif antivalidiste Corps Dissident. Il peut pas y avoir de consentement sans une dimension d'emprise. Et elle dit, aimer, ça sert à présenter l'exploitation comme une relation bienveillante. Et en fait, c'est ça, c'est d'utiliser le terme d'amour. Derrière, ça, c'est comme si ça excusait, que c'était un blanc-seing, que ça excusait complètement tout le reste parce que c'est fait par amour. Et en fait, il faut pas aller très très loin pour pouvoir comparer ça à des mécaniques de violence conjugale, de violence tout court dans des relations où en fait on dit qu'on aime mais on maltraite et la victime elle-même ne peut pas vraiment se dire consentante, même si elle se dit consentante. Et d'ailleurs, rappelons-le, Raphaël Graven et Koudou, quand ils ont été auditionnés par la police en janvier 2025, se sont tous les deux dit consentants. C'était la première partie de l'épisode 148 autour de l'affaire Jean Portmanov avec Marie Turcan, journaliste à Mediapart. Dans la deuxième partie de cette conversation, on va plonger un peu plus loin dans l'analyse des dynamiques de pouvoir de cette affaire. L'objectif, c'est qu'il y ait des dominés et des dominants, mais que ce soit pas dit. On va continuer d'interroger cette question très perturbante du consentement à la violence, et on va tenter d'entrer dans la tête de la communauté des fans aussi. Une manière de se réinsérer dans une communauté masculine au détriment d'une victime ou d'un souffre-douleur. Vous allez vite l'entendre, cette affaire est peut-être plus proche de vous que ce qu'on pourrait imaginer. Cette deuxième partie sera disponible le jeudi 2 juillet. Pensez bien à vous abonner au podcast et à activer les notifications pour être averti de la sortie. Et si ce premier épisode vous a plu, vous pouvez le partager autour de vous, à vos proches, sur les réseaux sociaux. Dites-nous en commentaire ce qui vous a le plus surpris dans cette conversation et les questions qui vous trottent dans la tête après avoir entendu le détail de l'affaire.
Avec un peu de chance, on y répondra dans la seconde partie. Et en attendant de l'écouter, vous pouvez lire tous les articles très fouillés de Marie Turcan et ses collègues de Mediapart sur le sujet. On vous glisse cette référence et toutes les autres qu'on a citées dans la description, où vous trouverez aussi les noms qui composent l'équipe avec qui j'ai travaillé pour fabriquer cet épisode. Octave Bautier à la réalisation et au mixage, Aude Nickel, assistante de prod à l'édition et à la mise en ligne, Charlotte Bex, responsable des productions éditoriales, Alban Philly à la direction de production, Thomas Rozek à la rédaction en chef, Sophie Marchand à la direction de contenu, et moi je m'appelle Naomi Titi. J'ai préparé, mené et monté cet entretien et je m'occupe de l'incarnation et la supervision éditoriale des Couilles sur la table, le podcast sur les masculinités créé en 2017 par Victoire Tuaillon et produit par Binge, une marque Urbania. Merci beaucoup, chers auditeurs, pour votre écoute très précieuse. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour découvrir la suite de cette plongée dans l'affaire Jean Portmanov. Alors, à très bientôt dans Les Couilles sur la table.